Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 25 août, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Quels sont les lieux insolites à découvrir à Monaco? Que peut-on visiter au Palais Princier? Plusieurs reportages répondront à ces questions. Notre invité sera justement le chef des cuisines du Palais, Christian Garcia, qui prendra sa retraite dans moins d'une semaine après 40 ans de bons et loyaux services. Coup de projecteur sur une des activités du Passeport Culture avec la passion des jeux de société. Suite de notre série sur les tendances mode de la rentrée. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur les plus petits. Et enfin, la présentation de l'association parrainée par la princesse Charlène, Instinct Animal, qui vient en aide à la faune sauvage dans les Alpes-Maritimes et le Var. Mais avant de développer ces titres, nous venons de l'apprendre. La fermeture estivale de la crèche du Testimonio, située au sein de la Tour Elsa, au 72 boulevard d'Italie, est prolongée. Des travaux complémentaires se sont révélés nécessaires pour maintenir la qualité d'accueil des tout-petits. La durée des travaux sera précisée prochainement. L'accueil des enfants est garanti par le service petite enfance et famille de la mairie. Chacun a déjà été orienté vers une autre crèche communale. Nous vous proposons une balade dans Monaco à travers notre sélection de lieux insolites, des jardins Saint-Martin au théâtre du Fort Antoine, en passant par Mare Terra, une découverte ou une redécouverte avec vous, Alban Gingembre, sur des images de Thomas Deus. Pour entamer cette présentation des lieux insolites / coup de cœur à Monaco, on s'arrête ici sur un banc situé à une des extrémités du jardin Saint-Martin. Il offre un panorama très sympathique sur le quartier Fontvieille, un endroit idéal pour profiter d'un moment calme et de détente. Quelques mètres plus bas se trouve le théâtre du Fort Antoine. Vous avez peut-être déjà assisté à un spectacle ici, mais connaissez-vous vraiment l'histoire de ce lieu ? Ce petit amphithéâtre était à l'origine une forteresse construite au début du XVIIIe siècle pendant la guerre de succession d'Espagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne prend le contrôle de Monaco et utilise le Fort Antoine comme dépôt de munitions. Au XXe siècle, après avoir été détruite durant la Seconde Guerre mondiale, la forteresse est reconstruite en théâtre de plein air sous l'impulsion du prince Régnier III. Il conserve de son passé militaire une pyramide de boulets de canon au centre de la plateforme. Et pour l'anecdote, une scène du film GoldenEye, le 17e volet de la série James Bond, a été filmée ici en 1995. Nous voici à présent à Mare Terra, né d'un ambitieux projet d'extension sur la mer. Mare Terra incarne la volonté de la principauté de conjuguer modernité, respect de l'environnement et qualité de vie. Au cœur de ce nouveau quartier éco-responsable, cet espace méditation, conçu par Thiatouy Nguyen, cet endroit se présente comme un véritable cocon sensoriel couvert de cristaux dans des tons rosés faisant penser à du quartz rose. En lithothérapie, le quartz rose rééquilibre les énergies du corps pour apaiser l'esprit et favoriser le bien-être. C'est tout pour cette balade dans Monaco. On se retrouve très bientôt sur Monaco Info pour de nouvelles découvertes. Avec plaisir, Alban. Et parmi les lieux originaux à visiter, il y a évidemment le Palais Princier qui ouvre ses portes aux visiteurs en période estivale. Une occasion rare de découvrir les grands appartements, une visite au cœur de l'histoire des Grimaldi. Voici un reportage de Vanessa Dessy et Alex Avial. Derrière les portes du Palais Princier, les visiteurs découvrent un patrimoine exceptionnel. Les grands appartements dévoilent leurs décors, leurs œuvres d'art et les traces de plusieurs siècles d'histoire. Une immersion au cœur de la résidence des princes de Monaco. L'audioguide vous explique l'histoire de Monaco en général et plus particulièrement l'histoire de la famille princière, les Grimaldi. On y découvre déjà que Monaco est un pays avec une longue histoire, que le site où est construit Monaco est connu depuis l'Antiquité, voire la préhistoire. Si vous allez au jardin exotique, vous verrez la grotte aussi. Donc c'est un lieu qui est riche en histoire et aussi en culture. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos princes ont été reliés par mariage, par le sang, à d'autres grandes familles européennes. L'audioguide dure une 40aine de minutes et nous l'avons en 11 langues. Ici, le palais est bien plus qu'un monument. C'est la résidence du prince Albert II et de sa famille. Au fil de leur visite, les touristes peuvent parfois apercevoir le souverain. Une rencontre inattendue qui fait toujours son effet.
Ça peut arriver à l'entrée ou à la sortie, et c'est vrai que ce qui est amusant, c'est que la plupart du temps, ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un qui va passer devant le palais ou dans la cour d'honneur puisse être tout simplement monseigneur ou madame. Les gens aussi, de temps en temps, sont surpris de penser qu'ils vivent vraiment ici. Oui, c'est une résidence familiale, c'est la résidence d'un chef d'État, mais c'est un lieu vivant où il y a aussi plus de 200 personnes qui travaillent à l'année. C'est un microcosme. Et pour une découverte encore plus exclusive, le Palais Princier propose également des visites privées accessibles sur demande, une autre façon de pousser les portes de ce lieu chargé d'histoire. Et l'histoire contemporaine du palais, il la connaît bien, puisqu'il y travaille depuis 40 ans. Le chef des cuisines du Palais Princier prendra sa retraite lundi prochain, le 31 août. Et rien que pour cela, il méritait bien d'être notre invité. Christian Garcia, bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu dire que vous preniez votre retraite, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ben voilà, après près de 40 ans de service auprès de la famille princière, je vais faire valoir mes droits à la retraite. C'est avec quand même beaucoup d'émotion parce que j'ai des très bons souvenirs, des moments extraordinaires que j'ai pu partager ici avec la famille princière bien sûr, mais aussi avec toutes les équipes qui m'ont encadré tout au long de cette carrière. Déjà, rappelez-nous un peu votre historique en principauté. Qu'est-ce qui vous a amené dans les cuisines du palais ? Et donc vous dites que ça remonte à il y a 40 ans, hein ? Ben moi, mes parents tenaient une brasserie à côté de la gare de Monaco. En 1976, je suis rentré au lycée hôtelier à Monaco. Et puis par la suite, j'ai fait mes classes dans les différents palaces de la principauté, l'hôtel Hermitage, Monte Carlo Beach, l'hôtel de Paris où j'ai servi pendant près de 5 ans jusqu'en 1987. Alain Ducasse est arrivé en janvier, puis en avril, le Palais Princier m'a demandé de venir faire un remplacement pour une période de 7 mois. Et ces 7 mois se sont transformés en près de 40 ans maintenant. Alors on va mettre l'humilité de côté. Pourquoi vous ? Qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous deveniez comme ça le chef du palais ? À l'époque, nous étions 2. Il y avait Gilles Brunner qui était le chef exécutif. Et donc, nous étions que 2 au service de toute la famille princière. Et je pense que mon côté assez polyvalent, je pense que le Palais Princier cherchait un élément capable de travailler les sauces, les légumes, le poisson, la pâtisserie, quelqu'un de complet. Et je pense que je rentrais dans les cases à l'époque. Alors, quel est votre style, votre marque de fabrique ? C'est une cuisine méditerranéenne, une cuisine de la Riviera. Et puis c'est vrai aussi qu'ici au Palais, on a la chance de pouvoir travailler avec des produits exceptionnels. On a la Méditerranée qui nous fournit des poissons exceptionnels. On a le potager de Rocagel où on reçoit des légumes au quotidien. Et c'est vraiment que du pur bonheur. Ce sont des fruits et légumes qui sont gorgés de soleil. Et ils arrivent le matin du jardin pour finir à la table princière au déjeuner ou au dîner. On a aussi du fromage qui nous arrive aussi de Rocagel, donc de la laiterie. Donc on essaie de mettre en avant le travail de toutes les équipes du Palais. Et sans indiscrétion, quels sont les goûts, les préférences du prince, de son épouse et de ses enfants ? Nous avons la chance que le prince souverain soit un grand gourmet qui aime la bonne cuisine, les bons produits et tous les produits l'intéressent. Il aime être surpris par des cuisines parfois du monde. Comme on a tous les jours le même invité à table, contrairement à un chef de restaurant qui aura des invités différents tous les jours, nous, le prince, la princesse, les enfants princiers, on les a au quotidien. Donc il faut qu'on cuisine, qu'on fasse une cuisine variée et puis essayer de les surprendre au quotidien. Mais bon, le prince est un épicurien qui aime les bons produits. Et puis c'est vraiment que du bonheur de le satisfaire. Et c'est très facile, je dirais. J'imagine que vous devez avoir d'incroyables souvenirs. Quels sont les plus mémorables ? Le premier jour au Palais Princier, lorsque j'avais près de 23 ans, et se retrouver devant le prince régnier, c'était une grande émotion. Bon, j'étais très intimidé et le prince régnier m'avait assez rapidement rassuré. Et puis par la suite, c'est vrai que tout le fait de côtoyer toute la famille princière, c'était toujours beaucoup d'émotions et un grand plaisir.
Mais je garderai quand même des rencontres particulières. La rencontre avec Nelson Mandela, c'était quand même un grand moment. Et lorsque le prince Albert, à la fin du repas, m'avait invité à venir saluer Nelson Mandela, j'étais très ému. Et puis, c'était vraiment un grand moment. Cela étant, j'ai aussi également la chance de rencontrer tant d'autres présidents. L'année dernière, le président Macron, on a reçu Xi Jinping, on a reçu tellement de personnalités. Ça a été vraiment toujours avec un grand bonheur. J'ai beaucoup aimé ma vie au Palais Princier, je me suis épanoui. Le Palais Princier m'a permis de m'épanouir, et puis toujours avec le soutien du prince Albert, bien sûr. Alors j'imagine que le palais ne va pas rester sans chef, hein. Il y a votre relève, je suppose. Mon successeur nous arrive tout droit du palais de l'Élysée, où il a servi pendant 25 ans. Il était sous-chef à l'Élysée. Et puis donc là, je l'accompagne depuis quelques mois pour préparer la suite. Mais c'est vraiment un grand chef qui, j'en suis sûr, je lui souhaite de faire encore mieux, et puis qu'il s'épanouisse comme j'ai pu m'épanouir moi ici au Palais. La suite vous concernant, c'est une retraite définitive, vous ne touchez plus à une cuillère, une fourchette, un fouet, vous ne vous approchez plus d'un four, ou vous allez quand même rester dans l'univers de la gastronomie ? C'est un petit peu comme tout au long de mon parcours, j'ai fait beaucoup de caritatifs, de dîners de bienfaisance, de représentation aussi également. Donc par la suite, je continuerai donc à représenter fièrement le prince et la famille princière. Par exemple, il y aura un dîner pour la présidence du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il y aura deux dîners à Tokyo et à Kyoto pour les 20 ans de relations diplomatiques avec le Japon, Monaco-Japon. Donc je vais assurer un petit peu ces événements-là, tout en étant à la retraite, mais pour continuer à être en quelque sorte un petit peu l'ambassadeur du Palais Princier et de la gastronomie. Christian Garcia, félicitations pour ces longues et belles années à la fête des cuisines du Palais Princier. Et puis on vous souhaite plein de belles choses donc pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Vous l'avez peut-être remarqué, une grosse production cinématographique a posé ses caméras cette semaine en principauté. Il s'agit du préquel d'Ocean Eleven avec Bradley Cooper, devant et derrière la caméra. Il faut savoir qu'il peut y avoir des adaptations en termes de circulation piétonnière et automobile pour ce mercredi. Sachez que plusieurs voies seront fermées à la circulation, du côté notamment de l'avenue des Spélugues et de la partie lente du circuit de F1 devant le Fairmont, ainsi qu'une partie de l'avenue Princesse Grace. Pour plus de détails, je vous invite à aller sur le site du gouvernement ou sur l'application Your Monaco. Toujours en bref, Charlotte Casiraghi vient d'être honorée au festival littéraire de Lumio en Corse. Les organisateurs lui ont décerné le prix Mosa Nostra pour son ouvrage La Fêlure, paru en janvier dernier. Ce livre n'est ni un roman, ni autobiographique, mais plutôt une enquête littéraire et philosophique sur la notion de fêlure ou encore une réflexion sur les fragilités humaines à travers plusieurs références littéraires. Et si jouer devenait aussi une façon de créer du lien, les jeux de société séduisent petits et grands, une activité conviviale proposée dans le cadre du Passeport Culture pour stimuler la réflexion, développer l'esprit d'équipe et surtout passer un bon moment. Un reportage de Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet. Ici, chaque partie devient un véritable exercice collectif. Les jeux de société stimulent la réflexion, la stratégie et la créativité, tout en apprenant à écouter les autres et à faire les bons choix ensemble. Une façon ludique de développer l'esprit d'équipe sans oublier le plaisir de jouer. Alors parfois c'est compétitif, chacun pour soi, et parfois c'est collaboratif, c'est tous ensemble. Donc on va essayer de se mettre tous ensemble en commun pour essayer de gagner la partie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils communiquent entre eux et plus à travers un écran. Tout le monde est ravi, que ce soit les parents, les enfants. On a les enfants qui viennent parfois nous croiser dans la rue, ils viennent nous parler, les parents sont un peu stupéfaits. Ils disent non mais ce sont les personnes du Passeport Culture. Alors les parents nous encensent, ils disent ils se sont éclatés pendant 3 heures, ils ont joué. Et c'est l'objectif, c'est que les enfants décrochent des téléphones et des tablettes pour jouer et communiquer entre eux. C'est ça le plus important. Et le succès est au rendez-vous auprès des plus jeunes. Les enfants adorent se retrouver autour d'un jeu de société loin des écrans. Un moment ludique qui stimule leur imagination tout en favorisant les échanges et la complicité. C'est vraiment très cool. Ça permet en fait de se réunir et de faire des jeux ensemble, de rigoler ensemble. J'adore. Là, le premier jeu, j'ai bien aimé. C'était un jeu de paris et j'aime bien faire les paris.
Moi, par exemple, j'ai plein de jeux de société à la maison. Et avec ma sœur, on joue à plein de jeux le soir avant de se coucher. Je trouve ça très bien, c'est amusant. C'est la première fois que je vais ici, j'en découvre des nouveaux. Et franchement, c'est très bien. Je trouve que c'est cool à faire avec plusieurs personnes. C'est amusant, j'aime bien. C'est bien, c'est ludique et puis ça rassemble tout le monde. Et ce n'est pas fini, le Passeport Culture se poursuit avec d'autres activités jusqu'au 4 septembre prochain. De quoi profiter encore un peu de l'été. Hier, nous vous parlions des tendances mode pour la rentrée chez les adultes. Aujourd'hui, même chose chez les plus petits. Quelles sont les tenues à choisir pour cet automne? Comment les enfants vont-ils exprimer leur style pour la rentrée? Nous sommes allés trouver des réponses chez l'enseigne Récréation. Reportage signé Alban Gingembre et Alexandra Paolini. C'est le rituel qui précède chaque rentrée, renouveler sa garde-robe pour être à la pointe de la mode. Chez les grands comme chez les petits, c'est un plaisir qui rend la fin de l'été plus douce. Première étape pour être tendance, les couleurs. Beaucoup d'écrus, pas mal de bordeaux. Le bordeaux revient, le rouge, ça tombe bien parce qu'on aura la fête du prince, donc c'est parfait pour les couleurs. Du ciel pour les garçons. Côté coupe de vêtements, il y en a pour tous les goûts, du classique au décontracté en passant par les tenues chic. Pour tous les jours, les leggings, on irait peut-être plus dans du bleu marine, des choses plus simples. Toujours de l'écru, ce qui est le plus facile. En tenue décontractée, des joggings. On a plein de couleurs dans les joggings. Et évidemment, des belles robes de princesse. Et pour les garçons, des costumes ou même des smokings. Voilà les clés pour être tendance à la rentrée. Et si vous n'êtes pas un passionné de mode, libre à vous d'inventer votre propre style. Voilà, venez comme vous êtes. Sachez que la mairie recrute pour les fêtes de fin d'année afin de renforcer les équipes du service animation de la ville. Au total, 13 postes sont à pourvoir du 22 novembre au 8 janvier. 2 brigadiers adjoints et 9 surveillants. Les personnes recrutées participeront aux animations mises en place dans le cadre des fêtes de fin d'année, notamment sur le village de Noël. Les candidats et les candidates intéressés peuvent écrire par mail à l'adresse suivante, ressourceshumaines@mairie.mc ou encore par courrier postal au secrétariat général de la mairie. Rappelez-vous, en mai dernier, et vous le voyez sur ces images, la princesse Charlène relâchée à Cossol, un jeune faucon cobèze qui avait été sauvé par l'association Instinct Animal. Depuis, la princesse est devenue la marraine de ce centre de soins. Comment fonctionne-t-il l'été, et notamment pendant la canicule? La réponse dans ce reportage. Instinct Animal, voici le nom de l'association spécialisée dans la faune sauvage située à Saint-Césaire-sur-Siagne. Il s'agit là d'un des 2 centres de soins des Alpes-Maritimes. Les locaux sont composés d'une infirmerie où reposent les animaux qui ont besoin de soins, une nurserie, en ce moment une salle dédiée aux martinets qui souffrent particulièrement de la chaleur et qui, une fois tombés, ne sont pas en mesure de se renvoler, et à l'extérieur, plusieurs volières. Depuis le début de l'été, 872 martinets sont passés par ce centre de soins alors qu'il n'était que 329 l'an passé, soit presque 3 fois plus. Cet oiseau, que l'on confond souvent avec une hirondelle, souffre particulièrement cette année de la canicule. Après réhydratation et soutien alimentaire, ils prendront de nouveau leur envol. Il faut savoir que dans quelques jours, cette salle où résident les martinets sera dédiée aux molosses de Cestonie, des chauves-souris. Les bébés qui sont nés vont prendre leur envol et ils ne le savent pas, mais beaucoup sont empoisonnés par le plomb contenu dans les peintures des lieux où ils se cachent. L'an passé, 150 molosses de Cestonie sont passés par ce centre de soins, un centre qui soigne les animaux de la faune sauvage récupérés par des particuliers, des pompiers ou des vétérinaires. Nous, nos missions, ça va vraiment être le soin et la réhabilitation à la faune sauvage. Donc tous les animaux qui arrivent chez nous, ils repartent libres dans la nature, autant que faire se peut, quoi. On a aussi une mission d'éducation, de sensibilisation du public. Cette année, ça a été vraiment terrible au niveau des entrées. Là, depuis le mois de janvier, on est à 2400 animaux, donc c'est énorme, c'est vraiment sans précédent pour le coin. Et donc financièrement, il faut un peu que ça suive. Donc on a mis en place des cagnottes en ligne et on a vraiment besoin d'avoir des dons financiers. De nombreux animaux sont soignés au quotidien, tels que des écureuils, des hiboux, des chouettes, des hirondelles, des faucons, des hérissons, des renards ou encore ce pivert qui vient d'arriver. Là, on vient de recevoir un jeune pivert donc qui vient de Carrosse, qui a été trouvé dans la maison d'une dame qui nous l'a emmené. Et donc on est en train de lui faire un examen d'entrée, donc on va voir pourquoi il est arrivé. Donc je prends déjà un poids. Il a l'air blessé ? Ouais. Il a l'air blessé, ouais.
Ce pivert blessé à l'aile est désormais entre de bonnes mains. Autre sauvetage, ce chevalier gambette. Et même si pour les 5 salariés de l'année c'est leur quotidien, sauver un animal est toujours une grande émotion. Il y a 1 heure, il était en train de mourir, clairement. C'est un animal qui on a est... fait un traitement de choc là et ça passe ou ça casse, mais vraiment il était limite plus là, il respirait quasiment, très très mal. C'était très dur émotionnellement pour nous parce qu'on l'a reçu il y a quelques jours, donc complètement immobile. Sur ses tarses, donc sur ses pattes, il ne se levait pas du tout. On l'a très très maigre, très déshydraté, donc on a essayé de le retaper là pendant plusieurs jours. Cet oiseau migrateur reprend peu à peu du poil de la bête et semble sauver. L'urgence est le quotidien de cette association. Le temps du tournage, le téléphone n'a pas arrêté de sonner et en l'espace de 3/4 d'heure, 3 des membres d'Instinct Animal sont partis pour secourir un faon déshydraté, un faucon qui a percuté un avion et un vautour au sol au milieu de l'autoroute. Si vous souhaitez soutenir ce centre de soins dédié à la faune sauvage, vous pouvez faire un don en allant sur le site internet de l'association Instinct Animal. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont dédiées au Passeport Culture et plus précisément à l'activité Jeux de société que vous avez pu découvrir dans un reportage précédemment. À suivre dans une poignée de secondes, la météo d'Alban Gingembre. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même heure. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Au revoir. Bonsoir à tous. Demain, les températures resteront constantes en principauté. Elles seront comprises entre 22 et 28 degrés. En revanche, le ciel perdra en luminosité avec quelques passages nuageux devenant de plus en plus épais au fur et à mesure de la journée. Demain, mercredi 26 août, nous fêterons les Natacha. Et comme chaque mardi avec la Société monégasque des eaux, petit état des lieux des sources de la principauté. Cette semaine, les sources de Monaco couvrent 15 à 25% de notre consommation, un indicateur qui nous encourage à maintenir les bons gestes pour économiser l'eau.